dar início à conferência do professor Jean-Marie Fournier. Bom, a maior parte de vocês já conhece, já assistiu a outros seminários e conferências nesses dias, mas para quem não conhece, o professor Jean-Marie Fournier é professor na Universidade de Paris III, do grupo CILET-ES, e também pesquisador do Laboratório de História e Teorias Linguísticas da Universidade de Paris VII. Então, através dessas duas equipes, o Laboratório de Estudos Urbanos e também, nós como professoras do Departamento de Linguística, temos relações de trabalho há muitos anos, com a Universidade de Paris III, especificamente no que diz respeito ao discurso urbano, a processos de designação do espaço urbano, entre outras questões. Temos diversos acordos de cooperação que temos estabelecido. E este trabalho específico que ele vai apresentar faz parte do projeto As Políticas Públicas e as Redivisões do Espaço Urbano, que são objeto desta jornada. A conferência do professor se intitula A Representação da Cidade no Discurso dos Adolescentes, análise de produções escritas, coletadas em colégios da região parisiense. Então eu vou fazer um pouco como tenho feito esses dias, eu vou fazer uma tradução por trechos, não tão detalhada assim, mas de forma que quem domina menos o francês possa melhor acompanhar. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer o professor Jean-Marie pela visita, pela disponibilidade, claro, de novo agradecer o público. Bien. Merci Carolina pour cette présentation et merci également pour l'invitation à participer à ces journées internationales sur le discours et la ville. Alors, Carolina a dit l'essentiel dans sa présentation. Effectivement, notre collaboration est déjà ancienne. Nous sommes plusieurs à nous être relayés ici à venir de Paris 3. Le cadre de l'invitation ici à Campinas pour travailler avec vous sur ces problèmes de discours de la ville. Bon, je n'en rappelle pas l'histoire, c'est pas nécessaire, mais je voudrais ajouter à la présentation que Carolina vient de faire, pour cadrer un petit peu l'exposé que je vais faire, que notre orientation à Paris, dans cette équipe, le CILEL, est essentiellement linguistique. Je veux dire par là que pour l'instant, dans la première phase du travail au moins, notre intention est de repérer des régularités formelles dans les productions que nous avons décidé ensemble de retenir. Ces productions étant en effet des discours centrés thématiquement sur la ville et appartenant à des genres différents. Pour l'instant, notre projet se limite à cela. Il est très modeste et très descriptif, repérer un certain nombre de, alors on peut appeler ça comme ça, de formes de discours avec des outils d'analyse linguistique, purement descriptifs, en se tenant peut-être un peu à l'écart disons, d'hypothèses sociologiques, sociolinguistiques en tout cas, c'est très clair. Voilà, donc un ancrage linguistique régulièrement réaffirmé par l'équipe dans ce cas-là, je veux dire par la partie française de l'équipe dans ce cas-là, à travailler ici. Bom, então, sem retomar os agradecimentos e toda a história da nossa colaboração, uma questão importante que ele acrescenta é a especificidade da abordagem da equipe de Paris III, que é uma abordagem especificamente linguística, de levantar, de identificar regularidades formais desse discurso sobre a cidade, através de ferramentas de análise linguística, mantendo sempre, como ele diz, um pouco não exatamente a margem, mas não focalizando em, digamos, questões sociais, políticas, históricas, que é
na verdade, isso daí é a ênfase do grupo de Campinas. Et bon, toute la question ensuite, évidemment, est d'interpréter ce que l'on trouve. Enfin, je veux dire, il y a en effet, vous allez voir, certaines régularités dans les productions que nous avons traitées. Quel est le statut de ces régularités? C'est la question qui se posera. Autre remarque pour commencer. Le travail que je vais présenter est vraiment à prendre comme ce qu'on appelle en français statement progress. Donc ce ne sont pas des résultats, ce sont des remarques qui résultent du traitement d'une partie relativement mince du corpus que nous avons décidé de recueillir. En l'occurrence, il s'agit d'un corpus, vous avez fait la même chose ici à Campinas, d'un corpus de définition de mots de la ville, qui désigne des parties de la ville. Nous avons demandé à des élèves de rédiger une définition des mots de la ville, en leur demandant, le cas échéant, de distinguer, enfin plutôt de produire deux types de définitions, c'est relativement fin finalement, de véritables définitions de mots, c'est-à-dire en leur demandant de définir du mot, banlieue, ville, quartier, etc. Et pour d'autres élèves, on a proposé une autre consigne qui est définir la chose. On va essayer de voir ce que ça donnait, ça, à titre un peu expérimental, cette distinction, définition de mots, définition de choses. Bom, então, retomando a questão que eles colocam, bom, há regularidades nesses discursos analisados, né, e qual é o estatuto dessas regularidades. É isso que está em jogo. Bom, o que ele vai apresentar, como ele disse, não são resultados já prontos, mas são resultados provisórios de uma análise que está em andamento, de um corpus de definição de palavras da cidade, de palavras que designam parte das cidades, produzido por alunos de escola. Então, nós temos, como eu tinha mencionado hoje de manhã, um corpus similar, é claro que cada equipe estruturou e adaptou, melhor entendeu, né, a cada situação. No caso específico da equipe francesa, eles pediram aos alunos que produzissem dois tipos específicos de definição. Então, há um grupo pedindo de definir as palavras na cidade, então, como bairro, cidade, periferia, então, banlieue, né, francês, e há outros pediram para definir a coisa. Então, isso, para quem, um pequeno comentário, né, para quem não é linguista, né, a distinção de definição de palavra e definição de coisa é uma distinção clássica, né, nas reflexões sobre a linguagem, né, que, bom, são definições que, é claro, que não estão totalmente desligadas, mas que dizem respeito a focos diferentes. Então, por exemplo, uma enciclopédia, né, seria uma espécie de dicionário de coisa, entre aspas, porque o que interessa descrever, né, são essas coisas do mundo, e um dicionário de palavras é aquilo que conhecemos tecnicamente como dicionário. Isso para dizer bastante barbaramente, né, da minha parte, né, meu comentário para situar isso. Imaginez a priori qu'il va y avoir dans la production de ces deux genres discursifs différents, sur beaucoup de choses, des difficultés différentes. On va être attentif au fond à des choses comme qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que les élèves arrivent à construire ou n'arrivent pas à construire. On va voir au fond qu'il y a des obstacles de ce type qui se présentent. Certaines unités peuvent être saisies quand on s'efforce de définir la chose, mais pas quand on s'efforce de définir le monde, ou inversement. Et ça, c'est pas sans intérêt, c'est une entrée intéressante. Então, podemos imaginar a priori que nesses dois gêneros discursivos diferentes, né, que são a definição de palavra e a definição de coisa, há dificuldades diferentes. Então, há coisas que funcionam, né, na definição de palavra e não na definição de coisa. A questão é de que o que aluno consegue ou não consegue construir, né, nesses dois gêneros diferentes, né,
Então, em princípio, podemos imaginar que certas unidades não são possíveis de aprender, de definir, para um cidadão de um tipo ou outro. Voilà, vous savez bien, parce que je fais des commentaires à partir de ce que tu dis, vous savez bien qu'il y a des unités de la langue qui ne peuvent pas être définies d'un point de vue strictement linguistique, en quelque sorte. On ne peut pas produire la définition, que la seule solution sera de produire l'image. Tous les mots, je ne sais pas, désignent des objets techniques, par exemple. Ou même, je ne sais pas, des animaux, des choses comme ça. Comment voulez-vous définir un chat? Seul dans une définition encyclopédique du chat, c'est pas une définition qui référerait simplement au lexique. Qui renverrait simplement la place du mot dans le lexique. Então, na verdade, ele está lembrando que há unidades na língua que não podemos definir, né, em termos de palavras, né, mas apenas, digamos, em termos de coisas, isto é, uma imagem, uma definição enciclopédica, por exemplo, o gato. Né? Então, o gato, ele chama a atenção do fato de que não podemos definir essa palavra pelo lugar da palavra, né, dentro do léxico, mas apenas por uma imagem enciclopédica da coisa. Voilà. Dernière remarque préliminaire. Un des points auxquels nous avons été attentifs est le fait que ces textes, ces documents, ces éditions, ont été produits dans un contexte particulier qui est l'école. Et que, dans ce cas, bien entendu, l'école joue un rôle de médiation et de construction des discours que nous recueillons. C'est-à-dire que ce qu'on va recueillir, ce n'est pas la représentation de la ville par les adolescents, telle qu'on peut la lire comme ça. On pourrait la lire dans des discours produits par les adolescents comme ça, mais bien des représentations, un accès à la signification des mots de la ville, médiatisé par l'école, construite dans l'école, dans cette situation d'énonciation particulière-là, par des sujets, d'accord, qui sont dans une situation, dans l'institution scolaire, en réponse à des consignes qui sont celles, au fond, de l'exercice scolaire. Então, o último comentário preliminar é o fato de que o corpus está constituído por textos que foram produzidos em certo contexto, né, que é na escola, né, então aí tem a instituição escola como lugar de mediação na construção, né, na constituição desses discursos. Então, por isso, né, no título, né, ele fala na representação da cidade, né, dos adolescentes em contexto escolar, né, porque não se trata da representação da cidade dos adolescentes em geral, mas escritos nessas circunstâncias, né, respondendo a uma demanda, né, a um exercício, né, em contexto escolar. Então, esse acesso à significação das palavras da cidade estará certamente mediada pela escola, e por essa situação específica. Voilà, dernier point, très rapidement, il y a d'autres étapes prévues dans le travail qui consisteront à confronter les analyses de plusieurs corpus, celui-ci dont on a parlé, mais également un corpus de presse, d'articles de presse qui seront traités avec des moyens de traitement automatique du langage, et un corpus d'entretien oraux réalisés auprès d'habitants de la ville de Paris. Interview oraux. Oral. Então, o último ponto, né, introdutório destacado, é que essa pesquisa prevê outras etapas, né, que é análise de outros materiais, né, notadamente um corpus de imprensa, né,
que vai ser tratado através de um sistema de tratamento automático de lexicográfico, né? E o outro são as entrevistas, um corpo de entrevistas orais realizadas a habitantes das cidades de Paris também. É isso. Voilà. Et je vais maintenant faire deux séries de remarques très inégalement proportionnées. Une série de remarques d'abord sur, disons, la forme des définitions. Alors d'un point de vue sémantique, d'un point de vue synthétique, en gros. Et ensuite, plus rapidement, quelques remarques sur quelques problèmes sémantiques et dissuasifs particuliers sur lesquels nous travaillerons davantage, qui relèvent des traces, qui concernent les traces de l'hétérogénéité dissuasive qu'on peut apercevoir dans ces textes. Bom, então ele vai fazer duas séries de observações, né? A primeira delas diz respeito à forma das definições, do ponto de vista sintático e semântico, e uma segunda série, você me corrige o que eu disse, que são problemas discursivos, também semânticos, que apontam especificamente para os traços de heterogeneidade que é possível identificar nesses textos. Voilà. Alors commençons par quelques remarques sur le premier point. Voilà, je vais vous aider de l'exemplier pour poursuivre ce que je voulais dire. Si on regarde d'un point de vue formel, le dispositif définitionnel élaboré par les élèves en réponse à la consigne, on s'aperçoit qu'un certain nombre de régularités formelles sont mises en œuvre. Et voici, vous l'avez sous le point 1, n'est-ce pas, toutes les formes sous lesquelles les définitions sont construites. Hein? Les élèves qui répondent à la consigne, produisez une définition, répondent en mettant en œuvre ces formes définitionnelles-là. Vous voyez, bon, je ne fais pas la liste complète, mais ça peut être la chose suivante. Hein. Vous avez le mot vedette, par exemple, banlieue, à droite. Un N1, un premier substantif, qui, suivi d'une phrase, suivi d'une proposition. Ou bien, mot vedette, banlieue, c'est N1 qui fait, etc. Bon, je ne détaille pas, vous les avez sous les yeux. Première observation. Si on considère cette série, A à F, si vous avez besoin d'explications dans les détails, je réponds à vos questions avant le cours d'exposé, si vous souhaitez. Première observation, on peut constater qu'au fond, les élèves qui répondent à la consigne que nous leur proposons, qui s'essaient, autrement dit, à la production du genre discursif qu'est la définition, répondent globalement de deux façons différentes, en développant deux stratégies discursives différentes. Soit, c'est vrai pour petit a, petit b pour petit c, ils produisent un modèle discursif qui renvoie à un modèle plus général, qui consiste à identifier ce que l'on appelle, le genre prochain auquel appartient la catégorie qu'il s'agit de définir, et il faut suivre cette catégorie qui dénomme le genre prochain de l'explicitation d'une différence spécifique. Suivre le principe aristotélicien de base qui décrit les conditions de bonne formation d'une définition, à savoir identification du genre prochain et identification ensuite de la différence spécifique de l'espèce. Il s'agit de produire la définition au sein de ce genre. Então, os alunos, segundo a análise realizada, respondem desenvolvendo duas estratégias diferentes. Né? Eles desenvolvem, de um lado, um modelo discursivo que remete a um determinado modelo, que é o de... Bom, ele, na verdade, ele citou, mas acho que não precisa explicar, né, o que essas estruturas, né, do módulo do Reynolds, né? Bom, mas que uma das estratégias é identificar um gênero próximo para, em seguida,
explicitar, definir qual que é a diferença dessa espécie, a diferença específica do que está sendo definido, o que segue o modelo aristotélico, o que deve ser uma boa definição. Deuxième stratégie, c'est ce que vous avez avec D et E. N, c'est N2, ou N, N2. La définition procède par production d'un synonyme. Donc, tout autre type. Définition peut-être davantage linguistique. Donc, vous voyez à partir de là, deux pistes s'offrent pour l'analyse. Deux pistes problématiques, en quelque sorte. On peut s'intéresser à ces synonymes produits. Quels synonymes les élèves linguistiques ont choix? Lesquels retiennent-ils? Lesquels pourraient sortir et ne sortent pas? C'est une piste de recherche possible. Bon, c'est pas ça que nous avons suivi pour l'instant. Nous sommes intéressés à un autre problème qui concerne, au fond, ce qui est en œuvre pour la première stratégie que j'ai évoquée pour l'instant, à savoir celle qui repose sur la production d'un, enfin, la désignation, l'identification d'un genre suivi de l'expression des différences spécifiques. Nous allons travailler là-dessus. Comment ça se met en œuvre? Quelles variantes diverses on a de ce modèle? Então, na verdade, esse primeiro modelo, né, diz respeito aos casos de A a C, né, standout. Nós temos a segunda das estratégias, né, diz respeito aos modelos D, E e F, né, que é uma estratégia totalmente diferente, na qual trata-se de encontrar um sinônimo. Então, bom, essa seria uma pista de análise, né, para ver, bom, para problematizar essa questão, né, bom, quais são esses sinônimos, o que isso significa, mas a pista que eles seguiram não foi essa, foi a primeira, foi dentro desse modelo geral de identificar um gênero próximo para depois especificar, né, a diferença, né, quais são as variações desse modelo, como opera esse modelo nessa definição. Autre piste, bon, on la mentionne à titre de parenthèse, enfin plutôt comme une parenthèse, excusez-moi, on peut regarder de près également comment s'effectue le liage entre les deux pôles de la forme discursive définition, que je pourrais appeler le definiens, ce qui doit être défini, pardon, ce qui définit, excusez-moi, et ce qui doit être défini, le définir du mot d'être et sa définition. Je dirais que dans la forme canédonique, dictionnérique de la définition, il n'y a pas de liage. Il n'y a pas de liage du definiens et du definiendo. Ils sont simplement confrontés avec une relation équative, implicite, marquée graphiquement par deux points, par exemple, mais il n'y a pas de liage syntaxique, discursif. Il est remarquable que beaucoup d'élèves proposent un liage du type c'est. La banlieue, c'est ce qui entoure une grande ville. Donc on peut regarder ça de près. Quelle stratégie de relation ou de non-relation les élèves mettent en œuvre entre definiendo et definiens. Alors qu'est-ce qui est en jeu là? Je dirais c'est le réglage, c'est l'appropriation du genre discursif sous sa forme canonique qu'est la définition. Vous constatez qu'en milieu scolaire, ce réglage s'effectue plus ou moins bien, cette compétence de l'écriture de la définition est plus ou moins disponible. Et que des définitions en c'est, avec liage, alors premièrement, on peut dire deux choses. D'une part, elles peuvent réaliser parfaitement le programme sémantique, c'est-à-dire effectuer correctement un tri sur les occurrences de celles qui portent la définition de la différence spécifique. Mais, discursivement, elles ne relèvent pas du genre relativement de l'école. Bom, então,
Outra pista possível que ele vai citar entre parênteses, né, entre esses dois polos, né, é como, não, na verdade, entre essas duas estratégias, né, é como se efetua a ligação entre os dois polos, né, dessa forma discursiva definição. Então, entre o elemento definidor e aquilo que está sendo definido. Então, nós temos a forma canônica do dicionário, nós não temos essa ligação, temos isso administrado, operado de uma outra maneira, com dois pontos, por exemplo. Porém, no discurso dos alunos, né, muitos alunos propõem uma ligação, por exemplo, N1EP. Então, NEP. Então, a questão seria se perguntar o que está em jogo nisso, e o que está em jogo seria uma regulação nessa apropriação, né, de um gênero discursivo canônico et t'as fait deux remarques là-dessus. Oui, c'était simplement l'idée que ce genre est plus ou moins bien maîtrisé dans les cas. Então esse gênero é mais ou menos bem dominado, né, pelos alunos, voilà, segundo os casos. Mais c'est un problème de maîtrise de la forme discursive. Parce que la forme avec c'est, donc il n'est pas canonique, on peut constater que sémantiquement, elle réalise correctement le programme sémantique de définition. Então, na verdade, é digamos, um problema do domínio da forma discursiva canônica. Então, por exemplo, c'est, né, não faz parte dessa forma canônica, mas realiza bem a função semântica da définition. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à un des problèmes sur lesquels nous allons travailler un peu plus précisément, qui est donc ce que j'annonçais tout à l'heure, à savoir comment s'opère l'identification du genre prochain dans ces définitions conformes au modèle canonique, où on a défini à nous ce qui doit être défini, deux points, et puis le nom d'une catégorie, superordonnée par rapport au défini à nous, genre prochain, suivi d'une différence spécifique. Alors, comment s'opère la production de ce M1, de ce premier nom, de ce premier substantif, qui doit désigner un genre prochain? Então, na verdade, ele vai voltar agora a um dos problemas, né, que foi trabalhado, que é como se opera a identificação do gênero próximo, né, para definir esse N1, né, conforme esse modelo canônico da definição. Alors, de ce point de vue, je vous propose, bon, c'est à titre un petit peu, comment dire, expérimental, une division peut-être provisoire, mais il me semble qu'on peut distinguer deux stratégies assez différentes, qui correspondent au fond à deux problèmes, plutôt deux solutions assez différentes apportées à ce problème d'identification du genre prochain. Então, a título experimental, ele vai distinguir, né, duas estratégias muito diferentes que correspondem a dois problemas, ou melhor, a duas soluções propostas, né, a esse problema. Soit les élèves produisent ce que j'ai appelé ici dans les Empliers, un métaterme. Un métaterme très éloigné, hiérarchiquement, de la catégorie à définir. Ou bien, il tente d'identifier le genre prochain par la production d'un hyperonyme. Je dirais dans les deux cas, il s'agit de relations d'hyperonymie. Oui, simplement ce qui distingue, je dirais, c'est l'éloignement hiérarchique des deux hyperonymes. Il s'agit dans les deux cas d'élèves qui, au fond, tentent de produire un hyperonyme, bien sûr. Mais on peut voir, vous allez voir ce à quoi je fais allusion, il y a vraiment des problèmes de réglage assez nets et d'un
type un peu différent dans les deux cas. Então, as duas estratégias seriam: a primeira seja os alunos produzem um metatermo muito distante da categoria a definir, né? E no segundo, tentam identificar por um hiperônimo. É claro que, como ele diz, nos dois casos há uma tentativa dos alunos, né, de definir um hiperônimo, mas essa distância que está em jogo, né, o fato de ser mais distante em um dos casos, vai produzir problemas de regulação que são muito diferentes. Alors ce métaterme définitionnel, le point 2.1 de l'exemplier, vous voyez, il peut être, dans certains cas, non spécifique. Je propose de l'appeler comme ça, c'est-à-dire ne pas même comporter un trait plus locatif. Vous avez des exemples comme citer grand nombre d'immeubles, quartier, groupe de maisons. Le métaterme ici, c'est nombre, groupe, exemple 3, ensemble, exemple 4, milieu, etc. Ces termes, ces métatermes, ne désignent pas, ne consistent pas en des catégories de l'espace. Ils sont plus généraux encore que cela, beaucoup plus éloignés dans la hiérarchie des catégories qu'on attendrait. Parce que demanderait peut-être un réglage plus fin de ce qu'on attend dans l'écriture d'une définition, à savoir effectivement l'identification d'un genre prochain. Autrement dit, conclusion rapide là-dessus, ce ne sont pas des genres prochains. Ce sont en effet des hyperonymes, mais très éloignés de l'espèce qu'il s'agit de définir. Então, no primeiro caso, que é o 2.1, né, nós temos o caso que ele chama de metatermos não específicos. Então, por exemplo, grande número, citei grande número de edifícios ou grupo de, por exemplo, bairro, grupo de casas ou conjunto de. Então, por exemplo, bairro, conjunto de lugares, etc. Então, o que temos nesse caso, né? Em lugar de ter identificado por um gênero próximo e mais específico, nós temos um termo ainda mais geral, né, que não diz respeito a uma categoria da cidade, como lugar, conjunto. Né? Então, não são gêneros próximos, né, que é o que se esperaria justamente nessa estratégia, na definição, de especificar. Deuxième cas, ce métaterme peut être spécifié. Il pose toujours des problèmes de réglage de la distance, du genre à l'espèce, mais il comporte au moins un trait plus spatial. C'est ce que vous avez avec ville, agglomération, etc. Cité, endroit qui se trouve dans la ville. Rural, campagne, espace rural. Cité, exemple 10, lieu où il y a des racailles. Vous voyez que ça pose tout autant des problèmes de réglage aussi. Mais il y a au moins le trait plus spatial que rare. Então, no segundo caso, nós temos um metatermo específico, né, no sentido de que, pelo menos, diz respeito a um traço espacial, né, e não no primeiro, que é conjunto, número, que não tem, no sentido espacial. Então, temos aglomeração, como cidade, aglomeração de mais de, ou lugar, cidade, né, lugar que se encontra na cidade, ou espaço, por exemplo, rural, campo, né, espaço rural, ou endroit-lieu é um problema, né, sempre lugar em português. Né? Esse é o caso. Troisième cas, la place du métaterme est occupée par un lexème qui ne peut pas être considéré comme un hyperonyme, qui parfois même est un hyponyme du terme à définir. Par exemple, grand village, c'est l'exemple 11. 12, magasin, centre commercial, magasin. Donc vous voyez, c'est un autre type de réglage qui est en jeu à ce moment-là, où la relation, au lieu d'être correctement ordonnée, est ordonnée dans l'autre sens. Então,
terceiro lugar, né, o terceiro caso ainda, são os casos em que o lugar do metatermo é ocupado por um lexema que não pode ser considerado um hiperônimo, mas inclusive um hipônimo. Como, por exemplo, aqui no caso 11 e 12, né, temos cidade grande povoado, de alguma maneira. Né? Ou loja, por exemplo, centro comercial, loja que reagrupa. Né? Então temos exatamente a direção oposta. Si on regarde d'autres exemples comme les suivants, 13, quartier, petite allée, que tout le monde se connaît, ou bien banlieue, ville située à proximité d'une grande ville. Là, vous voyez que la relation entre le mot vedette et le métaterme n'est même pas de l'ordre de l'hyperonymie ou de l'hyponymie. Donc elle n'est pas ordonnée sémantiquement comme elle devrait être hiérarchiquement. Autrement dit, ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est que ce qui est en place, c'est une contrainte de la forme discursive, à savoir, il faut qu'il y ait un métaterme, il doit y avoir un lexème qui occupe cette position, mais le candidat proposé n'est pas dans la bonne relation sémantique qui convient avec le terme défini. Então, nós temos outros exemplos, né? 13, 14, então, petite allée, serait petite allée. Ok. Então, por exemplo, bairro, um pequeno caminho onde todo mundo se conhece, ou ville. Então, por exemplo, banlieue, né, que seria um pouco periferia, mas com cidades, né? Cidade situada à proximidade de uma grande cidade. Então, o que nós temos aqui, né, então, nós temos aqui como justamente que a definição da entrada, né, não temos nenhum hiperônimo, nenhum hipônimo, né, isto é, nós temos de alguma maneira a estrutura canônica, né, da definição, né, mas o candidato a ocupar esse lugar que teria que ser ocupado por um hiperônimo não satisfaz as condições semanticamente necessárias para ocupar esse lugar. Então, temos essa forma, mas essa questão de relação semântica não ordenada hierarquicamente. Autrement dit, si on rassemble un petit peu tout ce que je viens de dire de façon un peu plus synthétique, au fond, on peut considérer qu'il y a là un premier type de problème qui se présente sous la forme d'erreurs, on peut appeler ça comme ça, hein, dans le parcours de la hiérarchie des catégories telles qu'elles sont représentées dans le lexique. La mise en œuvre, la mise en discours, hein, le parcours de la hiérarchie des catégories. Hein. Les élèves, il y a deux choses, je crois, qu'on peut distinguer. Il y a les contraintes de la forme de définition, plus ou moins maîtrisées. On pourrait dire qu'elles sont maîtrisées abstraitement, en quelque sorte. On sait qu'il y a telle place à remplir, le genre prochain, telle autre place à remplir, la différence spécifique. Il y a des problèmes de réglage dans le choix du lexique, du lexème, qui doit être super ordonné par rapport à l'entrée qu'il s'agit de définir. Ce type de problème me paraît tout à fait intéressant parce qu'on peut y voir peut-être, on formule la tête à titre d'hypothèse, quelque chose qui serait en rapport avec notre problématique. Dans quelle mesure la représentation de l'organisation du lexique et de la hiérarchie des catégories est-elle en rapport avec la représentation que l'on a de l'espace et de ses divisions? Bom, então temos, em primeiro lugar, um tipo de problemas que se apresenta como um erro, né, no percurso das hierarquias das categorias. Né? Então nós temos, de um lado, a contrainte, né, a obrigação, a imposição, o formato, da forma canônica da definição, mais ou menos dominada, mas controlada, maîtrisée, né, no sentido de domínio. Mas temos problemas de regulação semântica. Então, isso daí, poderíamos fazer uma hipótese, né?
pondo isso em relação, né, com a representação em que a representação da organização do léxico tem a ver com a problemática das divisões do espaço. Pour aller encore dans le sens de ce que je viens de dire, je vous invite à regarder des cas particuliers, enfin, le cas particulier que nous avons avec la définition d'adjectif qui se trouvait dans la série. Nous avions une majorité de noms, ville, banlieue, quartier, cité, etc. Et nous avions aussi deux adjectifs, rural et urbain. La définition, la production d'une définition de rural et urbain est ce qui pose le plus de problèmes. Então, na verdade, nós podemos olhar na mesma direção, né, do que a gente estava falando, o problema que coloca a definição de adjetivo, rural e urbano. Aqui, a maioria das palavras que a gente constava no dicionário da proposta eram substantivos. Bon, alors donc, on a cela. La définition des adjectifs est la moins bien maîtrisée. Pourquoi? Quel est le problème qui est soulevé ici? Je ferai une autre hypothèse, c'est qu'au fond, quand les élèves sont en situation de produire la définition d'un substantif, au fond, ils produisent, sous la forme de description définie, une dénomination concurrente. C'est-à-dire qu'ils sont en situation de réaliser le même geste discursif, dénommer. Avec l'adjectif, c'est plus compliqué. L'opération discursive qui consiste à identifier la qualité représentée, la propriété représentée par l'adjectif, c'est plus compliqué. Ce qui est frappant, c'est que ça a lieu pourtant sur des mots dont on peut penser qu'ils ne sont pas inconnus. Je pense qu'au niveau où nous interrogeons les élèves, ce sont des élèves de fin de collège et de lycée, rural et urbain, sont des mots connus. Ce qui me paraît en jeu, c'est la difficulté de passer à l'abstraction de la définition d'une qualité. La propriété est ce qui relève de la vie de la campagne. Il faut nommer avec des moyens discursifs cette abstraction. Ça ne marche pas bien. Vous le voyez bien avec tout ce que j'ai mis sous le point 18. Un tout pour rural ou pour urbain. Les élèves mettent bien en relation le mot avec un espace sémantique qui serait soit celui de la campagne, soit celui de la ville. Urbain, espace de la campagne, opposé à rural. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est opposé à rural, donc il a l'air d'attraper ce qu'il faut. Urbain, endroit composé de ville. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a au moins cette relation. Urbain, ville. Maintenant, ce qu'on n'arrive pas à bien formuler discursivement, et peut-être même cognitivement, je ne sais pas, c'est de quel type est cette relation. Elle n'est pas de type... il ne s'agit pas d'emboîter des catégories superordonnées, il ne s'agit pas donc de produire une définition concurrente sur la forme du descripteur défini. On ne sait pas dire ça. Então, sobre essa dificuldade de definir os adjetivos, ele propõe uma hipótese que quando se trata de definir um substantivo, o que os alunos produzem é uma denominação concorrente. Não se trata de fazer o mesmo gesto. Quando se trata de definir um adjetivo, a operação que consiste em identificar a qualidade, né, é mais difícil. Né? Então, mesmo quando se trata de palavras conhecidas, como é rural e urbana, né, que são conhecidas por alunos que estão terminando o colégio, são alunos de mais ou menos 7ª ou 8ª série, né, o que corresponderia mais ou menos a isso para a gente. Né? Então, nós vemos aqui pelos exemplos que eles identificam urbano com, por exemplo, campo com rural, né? Mas não são capazes de estabelecer de que tipo de relação existe, né, entre esses termos. Pour être allé plus longuement sur ce petit paquet d'exemples, vous voyez que ce qui pose problème, par exemple, encore faire deux remarques dessus, c'est le fait que sur le plan syntaxique, le definiendum et le definiens, l'entrée à définir et la définition, ne sont pas synonymes syntaxiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas des séquences qui appartiennent à la même catégorie. Je prends un exemple. Urbain.
espace de la campagne opposé à rural. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on met là en relation, en équivalence, un adjectif, en fait, un groupe nominal. Il faudrait formuler ce qu'on voudra, hein, mais avec une séquence qui soit l'équivalent de l'adjectif. Par exemple, avec une relative, hein, qui comporte les qualités de ce que l'on trouve à la fille, par exemple. Mais ça n'est pas ce que font les élèves. Vous voyez, ce n'est presque jamais ce qu'ils font. À tous les coups, ils mettent en relation l'adjectif avec une séquence de statut nominal. Então, uma questão que deve ser observada é que um problema, né, no plano sintático, né, de que justamente o termo a ser definido e o termo que define não são sinônimos sintáticos, isso não pertencem à mesma categoria. Então, nós temos o adjetivo e a maneira como o adjetivo é definido, na verdade, os alunos colocam em relação um grupo nominal. Et pour faire donc encore une remarque, hein, je reviens sur deux, une autre stratégie intéressante qui consiste, je dirais c'est vraiment le degré zéro de la définition. Hein, vous avez ça d'ailleurs dans la définition pour très très jeunes enfants, dans le dictionnaire pardon, pour très jeunes enfants, on propose une mise en contexte, sans définition. Par exemple, urbain, on fait la fin, là, habiter dans un milieu urbain. C'est habiter, etc. On s'en fiche un peu, mais ce qui est produit, c'est ça. C'est un contexte d'emploi du terme en question. Ou encore, urbain, paysage urbain. C'est une contextualisation de l'unité. Outra estratégia, a segunda das investigações, diz respeito a uma outra estratégia que constatamos que é aquela da contextualização, que a Marie justamente diz que é muito comum nos dicionários infantis, né, para crianças pequenas. A Maria Tereza fez um mestrado sobre dicionários infantis, né, pequeno parênteses, com José. É bom. Então, nós temos aqui em urbano, por exemplo, a penúltima definição de urbano, no item 18, é urbano, dois pontos, morar no meio urbano é habitar, morar numa cidade. Ou o exemplo anterior, urbano, paisagem urbana, paisagem ornamentada com edifícios, casas e comércio. On va faire un dernier point sur cette série d'exemples. Ce que je trouve frappant, c'est donc, face à cette grande difficulté manifeste, partagée par beaucoup d'élèves, on voit apparaître une stratégie assez étonnante qui consiste à définir le mot par sa position en lexique. Autrement dit, une véritable définition de langue. Par exemple, rural, opposé à urbain. Urbain, opposé à rural. Donc là, vous voyez, autrement dit, apparaître la définition de langue la mieux formée du point de vue de la norme dictionnérique, psychographique, c'est dans un cas comme celui-ci. Vous voyez d'ailleurs, effectivement, c'est très intéressant parce que ça évite d'affronter effectivement, disons, une description du noyau sémantique pour se borner à dire quelle est la relation de cette unité en lexique avec les autres unités de la langue. Então, uma última observação nessa série de exemplos, né, é que face a essa dificuldade, né, no caso do adjetivo, né, os alunos usam uma estratégia surpreendente, que é aquela de definir pela oposição, isto é, pela posição do termo no sistema lexical. Então, na verdade, devemos aparecer, né, a partir dessa dificuldade, que seria uma definição mais canonicamente psicográfica. Então, através dessa estratégia que os alunos fazem, é evitar a descrição de um núcleo semântico legal. Voilà, j'en viens maintenant au point 2.3 du document que vous avez. Voilà, on vient de... D'accord. Donc, nous venons de voir des problèmes de réglage de l'identification du genre prochain. Je vous propose de regarder maintenant l'autre versant de la question,
à savoir la formulation de la différence spécifique, qui doit être attachée au genre prochain. Alors, reprenons les choses du début. Je pourrais considérer que donc l'écriture canonique de la définition, j'ai dit ça plusieurs fois, implique la mise en texte, dans le discours, d'une différence sémantique spécifique. Très bien. Donc, on pourrait se proposer, dans cette idée, de regarder de près comment la représentation de la division de l'espace urbain s'articule avec la formulation des différences spécifiques. Là, il y a deux problèmes en quelque sorte homogènes. Formulation des différences en lexique, en quelque sorte, formulation des représentations de la division de l'espace référentiel. Donc, c'est une piste que je propose de suivre. Então, o segundo problema, né, que ele vai abordar são, bom, se até agora justamente a gente tinha visto problemas de regulação do gênero, né, então vamos ver a questão da formulação da diferença específica. Então ele vai retomar ainda, né, descrita na definição nesse caso, se trata, né, da textualização, né, de uma diferença semântica específica. Então, nós podemos olhar de perto a relação que existe entre essa textualização, né, ele chama essa discursivização, no sentido de um lado, dessa diferença lexical específica, e como isso corresponde à própria representação dessa diferença, dessa divisão do espaço referencial. Et à cet égard, l'examen de notre corpus fait apparaître, me semble-t-il, une configuration remarquable, selon laquelle le mot ville, dans la majorité des copies, semble fonctionner comme une sorte de primitive sémantique qui concentre les plus grandes difficultés à construire une définition, à organiser une séquence du type de celle que j'ai décrite tout à l'heure, métaterme plus caractérisant qui soit pertinente d'une façon ou d'une autre, soit parce que le MT, le métaterme, est correctement ordonné, soit parce que le caractérisant est effectivement pertinent et différent. Donc vous avez sous 19 un ensemble de cas où on voit le problème de ce que vous avez évoqué. Regardez par exemple, ville, lieu précis dans un département. Ça marche pas très bien. Vous voyez que ça marche pas très bien pour les deux raisons que je viens d'indiquer. Le métaterme est vraiment très mal réglé par rapport au mot vedette. Et dans un département, une différence spécifique extrêmement faible, extrêmement peu pertinente. Il me semble que c'est ce mot qui concentre les plus grandes difficultés de cette langue. En revanche, je passe tout de suite au deuxième point, ce sera peut-être clair. D'accord, clair peut-être, por causa da reforma. Então, na verdade, uma questão que é nesse sentido, que é muito forte na análise do corpus, né, que se coloca de maneira muito forte, diz respeito à palavra cidade. Na maior parte, na maioria das relações, parece funcionar como um primitivo semântico que coloca as maiores dificuldades, né, para produzir uma definição. Então, por exemplo, no item 19, a segunda definição, cidade, lugar preciso dentro de um departamento, um estado, traduzir as divisões, mais ou menos. Né? Então, nós temos, como justamente temos o metatermo mal regulado em relação à entrada. Então, tem essa grande dificuldade de definição. Vous voyez que toutes les autres peuvent être analysées de la même façon. La première, ville, endroit dans le pays. Ça, c'est très exactement le problème que je signalais. Endroit n'est pas un bon métaterme. Dans le pays, n'est pas une bonne différence spécifique. Ville, endroit où se trouvent des maisons. Bon. Oui, c'est le cas.
tout. C'est le quartier, le département, C'est le pays. Voilà, donc ça ne marche pas. Pour les raisons que j'indiquais, hein, le métaterme est sous-spécifié, beaucoup trop sous-spécifié, et le caractérisant n'est pas un caractérisant pertinent. En revanche, si vous regardez maintenant, peut-être autre chose, je sens que c'est une petite parenthèse que je fais là, ce qui est frappant aussi, c'est, dans le contexte, disons, problématique que le nôtre, ce qui m'a paru frappant, c'est de voir apparaître dans la définition de la ville un motif très récurrent qui est celui du rassemblement. Ville, ensemble de rues. Ville, lieu où est rassemblé les centres commerciaux, les mairies, d'autres, etc. Ce motif sémantique apparaît constamment. A l'inverse, quand il apparaît pour d'autres mots, comme cité, ou banlieue, il se formule avec une connotation négative très marquée. Cité, entassement de logement. Et rassemblement fait contraste avec entassement. D'accord? Uma questão, bom, ele tinha falado antes, né, continuando, concluindo o raciocínio anterior, essa dificuldade, né, não temos para a cidade lugar dentro do país, ou a quarta definição, né, lugar onde se encontram casas, né, então nós temos que isso aí, esses não caracterizam esse lugar, então realmente há algo que não funciona. Uma outra coisa que aparece de maneira forte, como um motivo, né, tema que aparece muito nas definições de cidades, é a ideia de ensemble, de reunião, de conjunto, né? Então, ensemble, rassemblement, no sentido de aglomeração de alguma maneira, né? De reunião. Então temos aqui vários exemplos, né? Mas que, pelo contrário, quando essa ideia de reunir áreas para definir outros lugares, como cité ou banlieue, aparece de maneira negativa, como é o caso no item 21, cité entassement de logement. Entassement, não sei exatamente, mas é um pouco no sentido negativo, de amontoado, né? Amontoado que se opõe a ensemble ou a rassemblement, a conjunto. En revanche, hein, je laisse ville de côté, j'ai donné des arguments pour montrer que, en effet, discursivement, hein, dans cette pratique de la définition, par des sujets, élèves, etc., ville est une espèce de primitif sémantique. Bien. En revanche, si on observe la série banlieue, quartier, cité, campagne, d'autres séries, d'autres mots à définir, là, on s'aperçoit que, très systématiquement, la définition de ces mots implique la référence différentielle à la ville. Voilà, regardez ça dans le point 22, par exemple. Campagne, lieu sans ville. D'accord? Campagne, endroit où les internes, je ne sais pas pourquoi, ce que ça veut dire, je ne sais pas, les magasins sont moins concentrés par rapport à quoi? Une ville au milieu de la nature. Bon, tout ça est très elliptique, mais moins concentré qu'à la ville. Campagne, zone écartée des grandes villes. Espace situé généralement loin des villes. Campagne, contraire de la ville. Toutes sortes de relations antithétiques, d'éloignement spatial, etc., et qui impliquent une point de référence sémantique, spatiale, ce que vous voudrez, mais qui est la ville. Au fond, je pourrais partir aussi de cette simple idée. Comment les mots qui sont dans le corpus apparaissent-ils dans les définitions? Les mots lesquels apparaissent, lesquels n'apparaissent pas. Je vois que ville apparaît très souvent. En revanche, dans tout un ensemble, qui n'apparaissent jamais dans la définition des autres. Et là, c'est un bon angle d'attaque. Hein. Ça indique quelque chose de très intéressant dans les relations dans les lexiques que les élèves construisent. Et vous voyez que ça n'est pas plat. Hein. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. La ville est un collectif à partir duquel les autres catégories se construisent discursivement. Bom, então uma questão que ele acha muito
interessante é ver de alguma maneira como esse conjunto de palavras, né, que aparecem em códigos, em relação às quais, né, foi solicitada uma definição, aparecem umas nas definições das outras. Né? Então nós vemos isso, sobretudo em campo, periferia, banlieue, nós vemos que elas, no fundo, elas são definidas por oposição ou em relação à cidade. Então, cidade aparece muito frequentemente. Né? Então, nós vemos aí como a questão não é achatada, como há hierarquizações, né? E como aí, bom, aí a gente poderia tirar algumas consequências, mas a gente deixa para depois, vou deixar falar. Bon, je ne détaille pas les autres exemples, ils parlent d'eux-mêmes, 23, 24, 25, vous trouvez le même type de phénomène. C'est-à-dire que là, vous voyez, bon, on a peut-être quelque chose d'intéressant, parce qu'on pouvait se dire qu'à donner cette série de mots à des élèves, là, où vous aviez quartier, cité, banlieue, ville, etc., il y avait un risque, je dirais, qui était de projeter encore plus la sociologie spontanée du linguisme. D'accord ? Et à l'arrivée de retrouver la sociologie spontanée du linguisme. D'accord ? Ça ne me paraissait pas prévisible. Ça renvoie à... Alors, je ne sais pas à quoi il faut... Je ne suis pas encore sûr à quoi il faut relier ça. Alors, pour progresser un peu, je veux dire par là que je ne suis pas absolument certain que cette organisation du lexique corresponde à, comment dire, la représentation de l'espace urbain et de ses entours que les élèves ont. C'est peut-être autre chose qui compte. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, si on regarde, et on va aller vite, et je vais écouter les remarques que j'ai prévu de faire, je crois qu'on a plus de temps. Oui, mais je peux te laisser. Ah, tu peux te laisser. Je peux te laisser. Je peux te laisser. Talvez você tenha que sair e continuar em francês se você seguir. Eu te largo aqui, mas... L'autre, un argument que je donnerai en faveur de cette idée que ce qui a lieu quand même ici, c'est la manifestation, comment dire, enfin que plutôt que pèse sur l'écriture de la définition le contexte dans lequel elles sont produites. Ce qui me paraît frappant, c'est que dans certains cas, elles font système de façon très forte. Par exemple, lorsque les élèves, tel ou tel élève, ayant mis au point une formule définitionnelle, décline cette formule, l'exploite de façon régulière. Exemple typique, il y en a plusieurs, 31. Ça, c'est donc un seul élève. Quartier, petit bout de la ville. Cité, bout de terre. Ville, grand bout de terre. Banlieue, grand bout de terre d'une ville, etc. C'est-à-dire cet effet de reproduction d'une même formule, c'est intéressant. Hein. C'est une espèce de trace discursive de l'organisation en système. De quoi? Pas du lexique. D'accord? Mais des définitions de fait autre chose. Et localement, on a d'autres preuves. Hein. La relation rural-urbain dans la même série est également en relation antithétique sur le plan définitif. C'est la campagne, c'est la ville. Hein, la relation n'est pas sémantique. Hein, la relation antithétique n'est pas formulée. D'accord? Et ce qui est identique, c'est le schéma définitionnel. O que ele justamente vai colocar é que bom, ele ainda é bastante cuidadoso em relacionar essas questões, né, a representação efetiva que os alunos têm da cidade, e talvez isso se trate de certas regularidades, né, nos pacotes de definição. Au point 3, donc je ne développe pas. Hein, vous aviez ce que je viens de dire, et ensuite vous avez toute une série descriptions très plates comme ça, et mise à plat des formes discursives de la définition, hein, avec un apport, sans un apport, etc. Bon.
Je n'entre pas dans le détail, c'est donc le versant syntaxique de l'étude. Regardez quels sont les moyens syntaxiques de la construction de la définition. On pourra se servir de cela ultérieurement. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est une piste qui méritera d'être suivie, me semble-t-il, et qui est productive dans le deuxième secteur du corpus. Non pas les définitions de mots, qui étaient appliquées dans ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais plutôt les définitions de choses. Dans ce sous-corpus, on voit apparaître tout à coup toutes sortes de traces de discours autres. De traces de discours autres mentionnés comme tels. Alors, pour l'instant, je me borne à vous donner quelques exemples de ce marquage de discours autres dans ces séquences. Ça peut prendre la forme de la mention, de la référence à l'univers discursif particulier, avec ses locuteurs, comme vous l'avez au point 43. Dans un langage de jeunes, la banlieue est synonyme de cité. D'accord ? Ça peut prendre la forme plus banale, mais extrêmement régulière, de l'introduction d'un verbe de parole dont l'énonciateur est collectif. Quand on parle de quelqu'un de global, on dit qu'il n'a pas de manière. On va regarder ça de près. Là, il y a du préconstruit qui se déploie comme tel, qui se montre comme tel. Sur le même plan, évidemment, je mettrai les guillemets qui marquent la non-prise en charge par l'énonciateur du terme qu'il introduit dans le texte, dans son discours. Banlieue, là où vivent les racailles. Cité, c'est un quartier c'est un quartier assez pauvre d'une ville, là où il y a de la racaille. Alors le mot est tellement insupportable, apparemment les guillemets ne suffisent pas, et puis derrière il y a un commentaire métadiscursif qui signifie la non-prise en charge absolue de cette dénomination. Non, je ne vois pas. C'était pas Sarkozy qui l'avait dit. C'était juste après que Sarkozy l'a utilisé, donc à partir de là, Ele falou do ponto 3, que não vai tratar, mas mencionou que são formas básicas, talvez. Formas básicas. E dentro dessas formas discursivas da definição, com anáfora ou sem anáfora, enfim, que estão envolvidas questões sintáticas. Bom, e depois então ele passou para esse outro grupo, né, a partir do 4, em que há a definição de coisas, tá? E aí identificando traços de discursos outros. Ele mencionou alguns casos, um deles é uma menção a um universo particular, no caso 43, do Bannier, que tem lá na linguagem dos jovens. Bannier é sinônimo de cidade. Se menciona um universo particular. Ou em casos de, que a gente chama verbo de send, né, verbo de fala, canton parlo. Né, quando falamos, quando se fala, né, de alguém do espaço rural. Né? Ou então, em outro caso, são as aspas, que aparece aí no 45 das aspas. Né? Lá, no caso, lá onde há a Hakai e a Hakai. Acho que sim. A escória. A escória. Lembrei do Charles. Está colocado aí entre aspas, né? Marcando essa heterogeneidade. Bom, outro
d'autres types de marqueurs dont l'usage du reste n'est pas si prévisible. Hein, ce sont des adverbes comme le plus souvent, souvent, la plupart du temps, qui manifestement ici fonctionnent comme une sorte de marqueur de prototypie. Si bien que la définition se donne comme un discours de la prototypie en construction, en quelque sorte. Exemple. Campagne, c'est 40.46. Région située loin des villes. Bien. Les habitants n'y sont pas nombreux et se connaissent bien. Ils sont la plupart du temps proches de la nature. Cet usage cette mention de la fréquence, de l'habituel, etc., me paraît un marqueur intéressant à regarder de près. Il faut regarder de près la distribution, qui me paraît pouvoir être traité comme relevant de ces marques du discours autre, qu'on existe comme tel. À mettre en relation, par exemple, avec des formules comme 47, cité, on dit souvent d'une cité qu'elle est malfamée et mal fréquente. Voilà, donc vous avez annoncé un chantier, l'état des lieux d'un chantier. Vous voyez que là, il y a tout un ensemble de pistes qui consisteraient à traiter les marques du préconstruit, du discours autre, le repérage également des chaînes collocatifs et de leur mise en œuvre dans les définitions, comme au point 48. Les quartiers défavorisés sont nommés cités. C'est intéressant, quartier défavorisé en français, c'est une colocation qui apparaît précisément dans le discours de la ville. C'est intéressant de voir comment c'est possible de prendre en charge et recycler dans une définition avec un parfait naturel. Bom, outras formas de discurso outro, né, outras marcas, os advérbios, e frequentemente, ou mais frequentemente, ou na maior parte das vezes, né, nos três em português, ou do tempo, que indica também, de certo modo, um discurso outro. O caso citado em campanha, né? Região situada longe das grandes cidades, os habitantes não são numerosos e não se conhecem bem, eles são, na maioria das vezes, próximos da natureza. O outro caso são construções prototípicas, é isso? Esse eu acho que eu perdi. Qual é o exemplo do prototípico? Campanha, região situada longe das cidades. Os habitantes não são numerosos, mas esse é o mesmo que eu já vi. Ils sont la plupart du temps. C'est la plupart du temps. É la plupart du temps, na maioria das vezes. E também outra marca. Aí ele falou os bairros desfavorizados, né? Que são retomadas cadeias de colocação, né? Que aparece também como uma marca de um outro discurso. Então ele diz que é um terreno aí, né, de marcas em que se pode estudar, né, se pode estar o pré-construído, né, como marca desses discursos outros. Bon, pour conclure, très vite, de ce chantier, il me semble qu'on peut tirer un certain nombre de pistes. La première que je soulignerai, c'est le fait que la distinction définition des choses versus définition de mots est intéressante, hein, comme moyen de recueillir des données. Pourquoi ? Parce que les définitions de choses que tentent de produire les élèves font surgir un problème qui n'apparaît pas
dans la définition du mot, à savoir le discours autre, l'auto-industrie, les colocations, les euphémismes, le politiquement correct, etc. Voilà, avec des marques très, très claires sur lesquelles on peut travailler de façon précise. Tandis que les définitions de mots font surgir, je trouve, une très grande variété de problèmes dans la mise en œuvre du genre discursif de la définition, et que les problèmes qu'on voit surgir, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, peuvent être mis en relation, petite hypothèse, puisqu'il s'agit de hiérarchisation des catégories, et de délimitation des catégories les unes par rapport aux autres, et qu'il s'agit également de représenter l'organisation locale d'une zone du lexique. Ce problème d'organisation auquel les élèves sont confrontés peut être mis en relation avec l'organisation du référent. Est-ce que, ça c'est l'hypothèse qu'on peut formuler, est-ce qu'il y a un rapport de l'un à l'autre? Comme je le disais tout à l'heure, souligné un instant, le fait que la ville, dans ce contexte, et c'est sans doute lié au fait qu'on ait choisi ces mots-là comme ça, ville paraît un primitif sémantique. Alors, pour essayer de voir ce qui se passe si on place ville dans un autre contexte lexical. Où l'unité sera ordonnée par rapport à l'autre. Il est très possible que dans ce cas, son statut de primitif sémantique ne paraisse pas. Voilà, on est terminé avec ce petit inventaire. Bom, ele retomou essa questão, né, a definição de coisa e a definição de palavra, né, que foi demonstrado. No caso da definição de coisa, encontrando marcas aí dos discursos outros, dos eufemismos politicamente corretos, em outros casos. E no caso do discurso da palavra, problemas de formulação da definição, hierarquização, de delimitação das categorias, de organização local do léxico, a identificação do referente, e esse caso que ele citou, né, do vídeo, a própria escolha, né, desse termo cidade, que produz, né, certas relações, mas que em um outro contexto poderia levar a outras relações. É isso, né? Parce qu'après, je dois sortir pour mon fils à l'école. Alors, ce qui m'a frappé de ton exposition, c'est que cette différence entre la définition des choses et la définition des mots, elle pose un paradoxe. Parce qu'en lisant l'exemple que tu nous as donné, je vois que quand il s'agit pour les élèves, et ils ont conscience qu'ils sont en train de faire une définition des choses, et ils font tous ces traces sémantiques, aussi discursives, pour montrer que ce n'est pas eux qui pensent comme ça, ce sont des autres. Alors tout l'effort d'hétérogénéité discursive. C'est-à-dire que peut-être pour eux, quand il s'agit de faire une définition des choses du monde, serait plus facile de démontrer des préjugés et des choses comme ça, et alors ils se défendent comme ça avec l'hétérogénéité initiative. Et si on pense du point de vue de l'énonciateur. Et quand ils sont en train de faire une définition des mots, et du point de vue de l'énonciateur, ça marche très bien parce qu'on simplement dit ce qui est dans la langue, dans la comparaison entre des mots dans la langue. Mais si on analyse ça avec
une approche plus discursive, on peut s'apercevoir que, par exemple, dans l'exemple vent, tu as des préconstruits aussi, mais qui ne sont pas sentis comme ça par l'énonciateur. Ce sont des préconstruits qui perpassent, qui traversent la conscience de l'énonciateur. Donc, il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de discours d'ordre. Et je crois que ça, c'est parce qu'ils sont des définitions qui sont plus centrées dans la référence. Si tu vois, les définitions des mots qu'ils proposent des étudiants ne sont pas des définitions des mots parce qu'ils font toujours recours à la référence. C'est l'endroit, c'est le lieu, c'est le bâtiment, ne sont pas des propriétés ou des qualités des mots, des traces distinctives. C'est pas ça qui est utilisé pour faire la définition. C'est toujours la chose dans le mot qui est prise pour faire la définition. Alors je pense que c'est un paradoxe parce que quand les élèves ils ont l'impression qu'ils sont en train de faire des définitions des choses, ils appellent le discours de l'autre pour se défendre. Et quand ils sont en train de faire des définitions des mots, ils prennent la référence et tout passe très bien. Et elle peut dire choses comme en 20 et 21, et tu as pour la ville, lieu où est rassemblé des centres commerciaux, une mairie, d'autres bâtiments, où vivent les citoyens. C'est toujours une interprétation. La ville, c'est pour les citoyens. Et en 21, tu as Trappes est une cité réputée par sa délinquance, sa criminalité. Ses occupants ne sont pas des gens. Alors, tu vois, c'est ça qui me frappe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'énonciateur quand tu dans cette consigne, fais une définition des mots, fais une définition des choses, comme il agit dans l'énonciation pour faire cette distinction, et comme la référence, c'est le lieu où il se sent plus à l'aise pour dire ce qu'il veut, sans sentir qu'ils sont incorrects, par exemple, ou qu'ils sont des préjugés. Tu vois, c'est ça qui m'étonne. Le discours de l'autre, c'est pour la définition des choses, mais c'est pas seulement là où il y a toutes ces préconstruites sociales qui va faire des interprétations différentes de la vie. Bien sûr. Mais deux choses. D'abord, première chose, c'était pas prévisible. Non. Ça, c'est donc intéressant. Deuxième chose, qu'il y ait du préconstruit partout, évidemment. Ça, le problème, c'est comment travailler là-dessus. Qu'est-ce qui me permet de valider, d'identifier, de faire apparaître quel est le tamis que je vais passer sur ces dispositifs pour retenir quelle séquence, de quelle taille, en tant qu'elles sont reconstruites. Bon, moi, j'admets très volontiers l'hypothèse selon laquelle, effectivement, on parle avec, déjà dit, ailleurs et autrement, bien sûr. Mais c'est peut-être pas tant ça qui est si intéressant que ça, parce que ça, c'est de l'ordre de l'évidence. Et du coup, ce qui reste intéressant, à mon avis, c'est de regarder quand le préconstruit s'exhibe comme tel. Et là, au moins, on a des marques. Et à ce moment-là, à qui est-ce qu'il est attribué? Aux autres, et quels autres? Et par quels moyens lexicaux, ou syntaxiques, etc. Quand on dit les jeunes, quand on dit on, quand on dit, je ne sais pas. C'est un concept générique. Voilà, bon, là-dessus, on peut essayer de travailler et de voir comment, effectivement, est mise en circulation du discours autre, selon quelle stratégie. Il y a quand même une grande variété de possibilités, donc vous avez ça après. Parce qu'évidemment, l'usage de citoyen ici est tout à fait étonnant. On voit bien qu'il y a une contrainte scolaire qui pèse très lourdement sur les formulations, sur ce qu'on met dans la situation, dans les définitions. C'est évident, je crois, que si les élèves avaient pu s'exprimer ailleurs,
avec la même consigne, on fait tout à fait autre chose. Ah, donc, après, c'est ce que je disais au début, ces productions sont contraintes par l'école. La source de l'interdiscours, là, elle est scolaire. Ou une bonne part, elle est scolaire. Mais tu crois que c'est possible de faire une hypothèse comme ça, quand il s'agit de la langue pour l'initiateur de ses élèves à l'école, ça c'est le lieu du consensus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des opinions différentes sur la langue, parce que la langue c'est la même pour tous. Et quand il s'agit du monde, là, on peut avoir beaucoup de positions différentes. Donc, il faut qu'on distingue des différentes positions. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Quand tu demandes une définition du mot, la langue, c'est le lieu où tous sont représentés de la même façon. Et quand il s'agit du monde, non, il y a des positions différentes. Donc, je marque la différence des définitions sur les choses au monde. Et je ne les marque pas dans les définitions des mots sur la langue, parce que la langue, c'est pour tous la même. Moi, j'ai été très surpris de ces résultats. Je constate avec beaucoup d'étonnement, finalement, que, effectivement, ce que les élèves décrivent dans les définitions de langue, c'est la langue commune. Ça a le statut de langue commune. Quelque chose qu'on est susceptible de s'approprier. Il n'y a pas de marquage initiatif qui exclurait ou qui rattacherait, c'est très clair. Ce que je ne sais pas, c'est comment les enseignants qui ont fait passer ces consignes les ont formulées. Comment est-ce qu'ils se sont débrouillés pour rendre claire la définition, enfin la distinction entre définition de mots et définition de choses. Je ne sais pas. Ça a dû avoir un impact aussi. Mais donc vous voyez, c'est expérimental, en ce sens qu'à partir de cela, on va refaire passer le test. Alors, vous voyez, moi, ça me confirme dans un certain nombre d'hypothèses. En premier temps, ça vaut la peine de maintenir cette différence. Alors, peut-être en essayant de contrôler un peu mieux le niveau d'information possible, parce qu'on voit émerger des phénomènes dissuasifs entièrement différents. La langue commune d'un côté, ou du moins, ici, la langue conçue ou représentée comme commune. Et puis ailleurs, des clivages, des conflits, des divisions. Mais alors, sur le plan initiatif, une prise en charge du sens. Merci. L'exemple de 21, sur les exemples, il y a quelques définitions, il y a des exemples. Ce sont lorsqu'on fait des exemples, Canada, ville Montréal, par exemple, c'est plutôt la chose qui distingue les exemples de langue et des choses. Souvent, la plupart, ce sont des exemples des choses. Bien sûr. Oui, de temps en temps, il y a des relatifs, y compris dans la définition de langue. Cité, ces habitats sont semblables à des châteaux de cartes, etc. Ce n'est pas beau à voir. Quelque chose qui n'est pas la langue commune. Bom, nós terminamos. Agradeço mais uma vez a nossa primeira presença em nome do Laboratório Estrutural.